Bon, cette année avec les présidentielles, le monde change. Ou pas. Le climat, l'économie, les états d'urgence, les épidémies, les violences, beaucoup de discours politiques, et c'est rarement très fleuri les discours politiques, beaucoup ça marche à la peur. Il y a deux civilisations sur notre sol et elles ne peuvent pas malheureusement coexister pacifiquement. Et parfois ça marche à la poésie. Alors il y a Taubira qui lit des poèmes. Vous qui croyez tenir nos vies, qui vous jouez de nos ennuis, vous qui n'êtes... Et cette année, il y a Mélenchon qui réutilise beaucoup le concept de créolisation. C'est un concept ou poécept inventé par Édouard Glissant, qui est poète et philosophe, et c'est plutôt dissonant un politicien qui va réutiliser à ce point de la poésie. La racine unique tue tout ce qu'il y a autour d'elle. Elle est sectaire et intolérante. Il faut remplacer l'idée de la racine unique par l'idée de l'identité, relation ou isole. À une époque où beaucoup de discours sont froids, technocratiques ou empreints d'un jargon d'entreprise. Il semble y avoir dans la poésie de Glissant une vérité, une justesse, une puissance qui a déserté le champ politique, dominé par une classe d'énarques et de gens pourtant professionnels du discours. Aujourd'hui, on va parler de poésie engagée. Il y a souvent une tension entre le poétique et le politique, dont on retrouve des traces déjà chez Platon. Et dans tous les régimes autoritaires, on prête à la parole des poètes assez de puissance pour vouloir les censurer ou au contraire, s'en servir en les finançant par exemple. D'ailleurs, petit aparté pour dire que notre projet est lui-même financé par l'Université de Lorraine. Nous remercions donc l'Université. Et notre projet s'inscrit dans la veine de notre master littérature et médiation à Metz qui peut vous préparer à la recherche ou les métiers en bibliothèque, librairie ou toute institution culturelle en lien avec la médiation littéraire. Fin de l'aparté. Mais d'abord, c'est quoi l'engagement ? On va appeler l'engagement le fait pour les écrivains de porter une cause, morale ou politique. Il va sans dire que la littérature fait partie du monde et qu'elle est traversée par des figures qui ont pris et prennent position dans leurs œuvres sur des sujets de société et parfois sur les sociétés elles-mêmes. Ce sont donc des poèmes faits par des poètes qui se jettent dans la bataille qui vont nous intéresser pour cet épisode. Et c'est beaucoup vers la musique qu'on va se tourner, ou tout du moins vers des poésies mises en musique, comme on en retrouve pas mal dans la poésie engagée. Bon, ça, vous le savez, la poésie engagée, c'est une tradition assez ancienne. Parce que déjà au Moyen-Âge, Chrétien de Troyes mettait sa plume à profit pour déplorer les mauvaises conditions de vie des ouvrières tisseuses, appuyant sur le contraste entre leurs propres vêtements et la qualité de ceux qu'elles produisaient pourtant grâce à leur indispensable savoir-faire. Mais contrairement à ce que je pensais, on date l'apparition de la chanson engagée de 1789, à l'occasion de la Révolution française. Donc en fait, comparé à la poésie, c'est assez récent. Avant ça, la musique était bien plus volontiers un art consacré au divertissement. Alors, la guitare, les troubadours, tout ça c'est fini. Non merci, j'ai les miennes. Mais le fait que la chanson engagée, en tout cas en France, ait fait ses débuts lors d'un des événements les plus emblématiques de l'histoire française, ça n'a rien d'anodin. Vive la République! À la lanterne, ça ira, les aristocrates on les prendra. C'est à cette époque que Ça ira devient l'hymne des forces révolutionnaires. Mais si les paroles ont bel et bien été écrites par Ladré à l'occasion du 14 juillet 1790, elles sont posées sur un air déjà bien connu de l'époque. Et avec le temps, les sans-culottes vont déformer le refrain, qui était pourtant initialement plutôt charmant. Alors on me fait la scène de la prise de la Bastille. La prise de la Bastille, alors... Ça ira. Les aristocrates à la lanterne. La reprise d'un air entraînant, déjà connu de tous, à la mélodie simple, répétitive, au tempo plutôt rapide, permet de rendre les paroles plus impactantes. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel. La musique attire l'attention et nous permet de retenir plus facilement les paroles, qui sont, dans ce cas, la nouveauté sur laquelle on va s'attarder. Et donc finalement, ce qui devient intéressant, c'est la poésie, au sens strict du terme, et sa musicalité première développée au sein même de la langue. On se rend assez rapidement compte aussi que reprendre une rythmique qui a tout d'abord eu un sens dans un contexte précédent, ça permet de se revendiquer comme descendant de cet ancien mouvement. Et du coup que la musique permet, dès les premières notes, sans même faire usage des mots, de se ranger derrière une famille politique ou de reprendre l'histoire à son compte, ou encore de développer un imaginaire.
Le peuple, lui, il prend très très vite l'habitude d'entonner ses refrains à des soirées chantantes, dans des goguettes lors desquelles des groupes d'amis se réunissent pour vocaliser à tour de rôle. Mais évidemment, s'engager contre le pouvoir en place, ou même simplement contre des mesures qu'il aurait prises, c'est jamais franchement apprécié des puissants. Et en 1849, Napoléon III interdit cette pratique. En parallèle, le café-concert se développe. T'as vu ça, Fred? Y a de l'ambiance, hein? Et plus particulièrement lorsque son concurrent fait finalement l'objet d'une interdiction. À l'intérieur, on y érige la musique en spectacle, le musicien ou la musicienne en vedette, ce qui ramène naturellement la chanson à ses origines, du côté du divertissement. Le chanteur n'est plus un chanteur de rue, l'imaginaire qui lui est associé change radicalement. Du coup, la chanson engagée, elle est un peu mise de côté. D'ailleurs, les gérants de café-concert, ils ont tendance à tout simplement pas l'accepter. Mais à la fin du Second Empire, certaines œuvres qui avaient été écrites et partagées illégalement durant cette période ont tout de même pu être imprimées. La censure semble opérer une sorte de retour forcé à l'emblématique papier, de sorte que poésie et chansons engagées se voient inexorablement rapprochées tout au long de l'histoire. D'ailleurs, l'Internationale, elle est écrite dans ces eaux-là, en 1871, donc bien quelques années avant de devenir l'hymne officiel du communisme. Aucun dieu du ciel ne s'intéresse à nous. Lénine, relève-toi. Ils sont devenus fous. Ce qui s'est fait après la révolution de 1917. Et donc là aussi on a affaire à un poème, qui n'est par ailleurs publié qu'après la mort de son auteur en 1887, et qui sera finalement mis en musique l'année d'après. Et il y a d'autres poèmes mis en musique que vous connaissez certainement, c'est obligé, ou au moins un que vous avez appris à l'école, un que vous avez déjà entendu pendant un défilé, une représentation officielle, à la télé, la radio, vous l'avez probablement déjà chantonné, peut-être la main sur le cœur, le poing levé ou même ivre, ou peut-être encore rien de tout ça. Bah, c'est la Marseillaise. Composée en 1784 par Rouget de Lille, la Marseillaise a été pour la première fois conçue et reçue dans un contexte très étranger au nôtre, un contexte révolutionnaire, un contexte de guerre. Et tu sifflotes, Pichoun. Je peux le chanter aussi. Écoute, hein. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Elle est considérée comme la première chanson engagée française. Et récemment, la chanson a été réactualisée dans un contexte contestataire pendant les manifs de Gilets jaunes qui se sont réappropriés l'hymne national. C'est marrant parce que parfois l'opposition se construit contre la Marseillaise, on peut penser à Renaud. Je peux pas encaisser les drapeaux, quoique le noir soit le plus beau. La Marseillaise, même en reggae, ça m'a toujours fait dégueuler. Les marches militaires, ça me déglingue, et votre République, moi je la tringle. Mais bordel, où c'est que j'ai mis mon flingue? Ou encore à Aragon. Dont aussi l'étendard arche sanglante est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats, et dans nos villes donc, et dans leurs villes. Et voyez-vous les flics, les bourgs, les gardes mobiles, les fils à papa, qui ont très longtemps appris à jouer de la matraque et du revolver en pensant aux grévistes. Bref, pour dire que le sens de la Marseillaise, ou des chansons engagées en général, n'est pas figé dans le temps. Elles sont très sujettes aux réappropriations, aux interprétations, et finalement l'universalité des valeurs de révolte ou d'espoir qu'elles peuvent porter répondent à toutes les situations de révolte et d'espoir de la vie. Et bien sûr, il y a plein d'autres chansons qui portent cette universalité. C'est ces chansons qu'on peut entendre en manif d'ailleurs. C'est parfois même difficile de passer à côté tant elles sont emblématiques. C'est le cas de l'Internationale mentionné juste avant, qui est un des grands, sinon le chant du mouvement ouvrier. Si vous entonnez les premières paroles de la chanson dans une manifestation syndicale, c'est très probable que tout le cortège vous reprenne en chœur. Et au-delà du temps qui peut nous séparer d'un contexte originel de lutte et de son texte, à la façon dont on est un peu étranger à ce qu'ont vécu les premières personnes qui ont scandé la Marseillaise, il y a des chants traduits, c'est-à-dire des chants conçus dans une langue particulière, et donc un contexte de lutte particulier, qui vont passer à une autre langue, un autre pays, d'autres luttes. C'est le cas de l'Estaca,
un chant catalan écrit par en 1968 pour protester contre le pouvoir franquiste en Espagne. Pour contourner la censure, il ne pouvait pas juste dire Franco bouffe tes morts, alors il a utilisé une métaphore. C'est la métaphore du pieu qu'on est invité à venir bousculer pour en venir à bout, pour avoir la liberté. Ce pieu, c'est la dictature, c'est le régime, mais encore que. La métaphore rend le propos universel. La visita parlava, de bon matí al portal, mentre el sol esperava i els carros veien passar. La chanson a été traduite en français, où on garde l'idée du pieu. Assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent, petit vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés. Mais elle a été traduite aussi en polonais, en 1978, avec plus de variations. Le pieu devient les murs. Et à cette époque, la Pologne était un satellite de l'URSS, c'était le bloc de l'Est, le mur de Berlin, tout ça. Et vous vous rendez bien compte aussi qu'en passant d'un pieu à des murs, on enrichit le sens de la chanson avec le contexte polonais. Mais la chanson engagée n'est pas toujours aussi grave ou triste, parfois elle peut avoir recours à l'humour pour triquiter. L'heure est venue de se soulever contre l'oppresseur. Débarrassons-nous enfin du système perverti dont nous étions les esclaves. Les animaux sont des gens comme les autres. Libérez Sacco et Vanzetti. Crème glacée obligatoire dans les étables. Double cornet à tous les parfums. Boris Vian, dans La complainte du progrès en 1956, moque le consumérisme. D'ailleurs, il fait tout particulièrement le lien entre poésie et musique, puisqu'il est à la fois auteur et musicien. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Alors où va-t-on retrouver de la poésie engagée aujourd'hui et comment ? La musique est une porte d'entrée à l'engagement, non pas nécessairement par les textes en eux-mêmes, bonjour, mais avec le concours d'associations. C'est très courant que des chanteurs, et pas que, récoltent des fonds pour la bonne cause. On pense naturellement aux enfoirés. Mais il reste encore des chanteurs dont les textes sont intrinsèquement revendicatifs. Dans la chanson de variété, ceux-là sont engagés dans leurs chansons. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore. Et puis excitent les utopies collectives. L'engagement s'exprime à travers un jeu qui s'inscrit socialement dans la société, un jeu qui se dresse indigné contre certaines formes de domination. Alors on dit son ennui, on dit sa ville, on dit sa communauté, on dit la violence, son quotidien, et proche du témoignage, la contestation sociale se dirige contre le racisme, contre la police, contre l'État, contre la rue, contre le capital, contre l'événement, contre le système. On retrouve beaucoup de ça dans le rap. Je suis en direct de la rue, c'est le retour du rap réaliste. Ici y'a pas de place pour ton rap capitaliste, capitaliste, égoïste, narcissique, toi, et toujours toi, dans ton rap individualiste. Excusez pour la gêne, coupure momentanée de votre journal télé, car notre voix est HS, besoin d'exprimer notre point de vue aux yeux du pays, exprimer pourquoi on a clamé qu'il était urgent de désobéir. Une bande de délinquants morbides venus faire craquer le Covid, parce qu'avec un stylo bic, nous on fait une traque et au chromie, j'ai l'habitude des gyrophares, mais c'est plus les mêmes sirènes, la seule fièvre qu'on vit quelque part devrait être celle d'NTM. Ici, difficile de sentir Frenchy, car ici, t'es toléré qu'à Urban Peace, tu n'as rien compris, ça n'a rien de factice, Marianne, tes coups de fouet laissent des cicatrices. M sur la jambe, à la base je suis un bosseur. Arrêtez les fous musclés, bande de chiens de bosseurs. En voyant ces braves pandas être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore. Sous la forme de Maccabée, de la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras
des mégères gendarmicides en criant hippie pourra. Et au-delà même des prises de position dans les textes, le choix de s'exprimer dans un genre musical particulier est déjà une prise de position du fait de la hiérarchisation des genres. Le rap se trouve situé socialement, ses auditeurs et ses artistes aussi. Par exemple, Jul, il y aura toujours quelqu'un pour venir le stigmatiser sur la forme. C'est pas le mec le plus engagé dans ses textes, mais il se retrouve malgré lui dans une espèce de bagarre de puristes de la culture. C'est pas du vrai rap, c'est pas des vrais textes, il représente pas la langue française. Et contre nature. Le rap, le slam, tout ça, ça a été un tournant important dans l'histoire de notre poésie engagée mise en musique. Globalement, on a eu un contexte depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale beaucoup plus soft niveau censure. Et avec le développement des radios et même d'internet, un contexte plus permissif pour les artistes subversifs. La France a par exemple accueilli avec un grand engouement le rock contestataire qui s'était développé aux États-Unis, notamment grâce à Boris Vian. La poésie, dont les textes se retrouvent habillés, incarnés par la musique, dépeint soudain une colorimétrie de l'esprit qui entre en résonance avec celle du corps. Inhérente à l'histoire sociale, la poésie engagée a permis de galvaniser des foules, tout en symbolisant leur lutte. Les paroles sont bien souvent le reflet de rapports de force déjà présents dans notre société, bien qu'elles arrivent à marquer durablement notre imaginaire. C'est clair avec la Marseillaise, mais aussi avec plein d'autres grands chants idéologiques, ou encore des chansons en lien à des luttes plus contemporaines. Et plus ces grands chants gagnent en abstraction en invoquant de grandes causes comme la liberté ou l'égalité, ou encore à travers l'usage de métaphores, plus ceux-ci se trouvent adaptables, comme au travers de traductions par exemple, et appropriables dans de nouveaux contextes. C'est ce qui fait leur force. Par le témoignage, le rappel, le devoir de mémoire, l'art engagé a pour objectif de bouleverser, choquer, scandaliser le public, pour l'amener à une prise de conscience. L'objectif c'est de convaincre, mais surtout de motiver à l'action. Parce que la culture, elle forge implicitement notre rapport au monde, et la musique, devenue omniprésente, est vectrice de valeurs et de normes. Et ces valeurs et ces normes, elles sont politiques.